Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir pour ce nouveau Question à venir. Où en est-on de la construction de la communauté de destin qu'appelaient de leur vœu les signataires de l'accord de Nouméa il y a 20 ans déjà? C'est pour répondre à cette question que nous vous proposons deux face-à-face ce soir. En seconde partie d'émission, Roch Wamiton du groupe UCF LNKS et nationaliste et Philippe Gomez de Calédonie Ensemble viendront confronter leur vision de la citoyenneté calédonienne de demain. Mais tout de suite, place à notre premier face-à-face. Virginie Ruffnac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale du Rassemblement Les Républicains. Et face à vous ce soir, Charles Ouachetine, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole du PALICA. Alors avec vous, nous allons voir quels sont les fondamentaux de l'identité ou des identités calédoniennes, quelles sont les valeurs qui nous rassemblent, qui vous séparent. Avant d'ouvrir le débat, je vous propose de faire le point sur les emblèmes du pays. Valérie Genot, bonsoir. Bonsoir Angélique. Alors tout simplement, où en sommes-nous là en 2018 de la recherche des signes identitaires? Eh bien, on peut dire qu'on est vraiment au milieu du gué dans ce dossier. Un chiffre, 3 signes sur 5 ont été adoptés, c'était en 2010 au Congrès. Une loi de pays a défini la devise, terre de parole, terre de partage, le graphisme des billets de banque, mais également un hymne « Soyons unis, devenons frères ». Cette intention de rassemblement correspond d'ailleurs à l'esprit de l'accord de Nouméa. Pour rappel, le texte stipule que des signes identitaires du pays devront être recherchés pour exprimer l'identité kanak et le futur partagé entre tous. Mais une fois cet objectif posé en 1998, eh bien, il a fallu attendre 10 ans pour voir la création d'un comité de pilotage sur les signes identitaires. Un comité donc, de pilotage composé de 5 collèges, politiques, coutumiers, communautés, forces vives et experts. Au final, 3 signes identitaires adoptés, dont un hymne qui reste assez méconnu. Et Valérie, cela n'aura échappé à personne. 2 signes majeurs manquent à l'appel, le nom du pays et le drapeau. Oui, alors sur cette question du drapeau et du nom du pays, on s'est finalement éloigné de l'esprit de l'accord de Nouméa. On a fait du surplace. Pas de drapeau commun, pas de prise en compte du concours lancé sur la toile. C'était à la fin des années 90, mais un compromis avec ce moment, la levée des 2 drapeaux, celui du FLNKS et le tricolore. C'était en juillet 2010 au commissariat et la proposition a émané de Pierre Frogier. Aujourd'hui, on a donc sur cette question 2 légitimités juxtaposées. Et sur le nom du pays, on a 2 propositions. Nouvelle-Calédonie d'un côté, Kanaki de l'autre, ou plutôt Kanaki Nouvelle-Calédonie selon les termes du projet FLNKS. Là encore, on est finalement dans une logique de bloc. Et Virginie Ruffnac, Charles Ouachetine, je me permets de vous poser la question puisque moi j'ai mes antisèches. Est-ce que vous connaissez l'un et l'autre les paroles, les premières paroles de l'hymne calédonien « Soyons unis, devenons frères » ? Et non, d'ailleurs, nous avons souligné un peu l'ambiguïté, nous avions mis des réserves au Congrès lorsque cet hymne a effectivement été adopté, du fait qu'on a l'impression effectivement aujourd'hui que bon nombre de Calédoniens ne se sont pas appropriés, notamment pour ces questions de parole qui n'étaient pas forcément simples pour l'ensemble de la population calédonienne. Alors, ô terre sacrée de nos ancêtres, lumière éclairant nos vies, ce sont les premiers mots. Charles Ouachetine, au-delà de l'anecdote, est-ce qu'on a raté, entre guillemets, quelque chose avec cet hymne que finalement peu de gens se sont appropriés ? Je crois que ce qui manque aujourd'hui, c'est la promotion de ce signe identitaire. C'est vrai qu'à un moment, on a demandé à ce que cet hymne soit enseigné dans nos écoles. Je pense que nos jeunes ont besoin de s'approprier cet hymne. On sait qu'à un moment où donner l'hymne a été, on va dire, scindé en 2 durant les Jeux, notamment qu'on a pu voir ici et là. Donc on a fait du bricolage, alors que l'hymne est quand même le résultat d'un travail en commun. Valérie Genot l'a rappelé, un comité de pilotage qui regroupe une 60aine de personnes, travaille recherche de consensus autour d'un sujet important. Et derrière, pas grand-chose. Et derrière, pas grand-chose. Donc je crois que, puisqu'on est avec vous, on demande là aussi que les médias se saisissent. Les médias avant les politiques. Oui, mais il faut diffuser. Donc il y a les moyens aujourd'hui de communication qui devaient aider à ce que l'hymne soit promu comme il devrait l'être.
Alors on l'a vu, pas de drapeau commun pour l'heure. Est-ce que pour vous cette injonction de l'accord de Nouméa de trouver un drapeau commun, et je vous pose la question Virginie Ruffinac en premier, puisque les 2 drapeaux c'était une initiative du Rassemblement, est-ce qu'aujourd'hui cette injonction pour vous est toujours d'actualité, ou est-ce que vous estimez que les 2 drapeaux c'est finalement la solution idéale, entre guillemets, définitive, que l'on devrait conserver? Je pense qu'il faut revenir au rôle de ces signes identitaires pour répondre à votre question. Quel est ce rôle? Et d'ailleurs, Valérie Jonot l'a bien indiqué tout à l'heure. Pour nous, en tous les cas, mais je pense que c'est partagé, c'est d'unir, de rassembler l'ensemble des composantes de la société calédonienne. Donc vous renoncez au drapeau commun? Non. Alors, je poursuis ma logique. Et donc, on a bien vu l'impasse et ce labyrinthe sans issue qu'a été le travail sur la recherche d'un drapeau en commun, puisque Valérie Jonot l'a indiqué, un comité de pilotage a été mis en place avec comme présidente Doé Grodet, qui en 2007, mois après mois, a constaté l'absence de consensus sur le fait d'arriver à un drapeau en commun. Certains voulaient directement le drapeau kanak, que ce soit le drapeau commun, notamment les indépendantistes y étaient attachés. Et puis de l'autre côté, certains voulaient certains emblèmes, la toutoute, le kagou. Il y avait des oppositions là-dessus. Finalement, un drapeau, ça n'est pas un patchwork. Et le comité de pilotage, dès 2008, j'ai même le relevé de conclusion de ce comité qui s'est réuni en juillet, en septembre, en octobre, en novembre, sans consensus sur le drapeau, eh bien, estime que peut-être que la solution transitoire, et ça on est en 2008, c'est de faire flotter côte à côte les 2 drapeaux dont certains souhaitent le maintien et dont d'autres également pour leur drapeau. Donc ce n'est plus transitoire, c'est définitif. Donc ce que je veux vous dire, c'est pourquoi nous avons fait ça. Nous avons fait ça, le Rassemblement en 2010, face à cette impasse, parce que ça nous estimait important de mettre ensemble les 2 légitimités de la Nouvelle-Calédonie à égalité. Et donc pour demain, mais la Nouvelle-Calédonie est en évolution constante. Aujourd'hui, nous avons une consultation qui arrive et qui dira si les Calédoniens souhaitent ou non le maintien au sein de la République française. Vous voyez bien que sur ces drapeaux, il y a un enjeu. Si demain, les Calédoniens souhaitent que la Calédonie accède à l'indépendance, le drapeau blanc-rouge ne sera plus là. Ça veut dire que ce n'est pas maintenant, dans les 6 derniers mois, que nous allons revenir sur une situation qui a mis plus de 10 ans, où on a ces 2 légitimités à égalité. Et quel était notre objectif? C'est d'avoir une Calédonie réconciliée et d'aller vers un avenir apaisé, avec la mise à côte de ces 2 drapeaux, de la République française et du drapeau. Charles Wachetine, sur ce drapeau. Je crois qu'on ne peut pas se contenter de cette situation, donc, où il y a 2 légitimités qui cohabitent. L'accord de Nouméa est assez clair sur le sujet, c'est la création d'une communauté de destin, fondée sur une histoire commune. Je crois qu'il faut un moment ou un autre qu'on trouve. Nous, on a proposé, et le FLNKS a toujours milité pour que ce soit le drapeau qui a été hissé en 84, qui soit celui du pays. Donc je sais que la proposition a été rejetée, notamment par le Rassemblement à l'époque, considérant que ce drapeau est entaché de sang, etc. Donc comme si le drapeau tricolore ne l'a pas été aussi à l'endroit des Kanaks. Donc je crois que depuis... Donc votre proposition, pour être très claire, c'est finalement d'adopter comme drapeau commun le drapeau aujourd'hui, on va dire, identitaire la proposition a été assez loin, dans la mesure où aujourd'hui le drapeau est dans les bureaux du Congrès. Alors, on souhaite que le président du Congrès propose donc le drapeau qui était porté à l'époque. Et l'UNI qui est dans une démarche très claire et affichée d'indépendance avec partenariat avec la France, est-ce que vous pourriez, j'allais dire, concéder un geste inverse et tolérer ce drapeau tricolore, y compris dans votre option institutionnelle? Le partenariat, on l'envisage dans le cadre de l'après-référendum. Et dans ce cadre de la presse, que le drapeau tricolore pourrait malgré tout on discute rester. De ce qu'on peut faire ensemble. Je crois que ce qui importe pour tout le monde ici, c'est la reconnaissance de l'histoire, que chacun s'approprie l'histoire du pays, et à partir du moment où chacun aura fait le pas l'un vis-à-vis de l'autre, on pourra déboucher sur quelque chose de consenti. Mutuellement. Donc pour nous, la proposition elle est celle-là, mais on est prêt, et on a toujours fait. On a toujours fait des concessions jusqu'ici. On est même prêt à
décidé que le nom qui pourrait être proposé au pays, ce serait Kanaki Nouvelle-Calédonie, donc une association donc, liée à l'histoire du pays où certains ne veulent pas entendre parler de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Nous on dit pourquoi pas associer les deux noms qui traduiraient l'idée d'une communauté de destin. Virginie Ruffnac, Kanaki Nouvelle-Calédonie, pour vous c'est une main tendue ou c'est inacceptable? Vous voyez bien donc les tenants du débat et vous comprenez pourquoi sur le drapeau nous n'avons pas abouti. Vous imaginez bien que pour le rassemblement, il est bien sûr inacceptable que le signe identitaire et le drapeau du pays, ça soit uniquement le drapeau kanak. Pourquoi? Parce que pour nous, la hiérarchie dans les communautés en Calédonie, c'est l'ennemi du destin commun, c'est l'ennemi de l'unité de la Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire que si on met une des communautés sur un piédestal différent des autres, on n'arrivera jamais à créer cette fameuse communauté de destin où justement nous, notre vision des choses, c'est une société partagée, solidaire entre toutes les communautés. Et là, il y a un point idéologique de fond sur l'identité calédonienne. Et sur le nom Kanaki Nouvelle-Calédonie, il faut bien qu'il y en ait un qui passe devant. Est-ce que ça, ce serait... Et non, nous ne sommes pas pour que l'un passe devant. Et puis de toute façon, dans quelques mois, les Calédoniens vont se prononcer sur l'avenir de la Calédonie. On ne peut pas décider d'un tel sujet aujourd'hui, à quelques mois. Virginie Ruffnac, sur ces questions-là, vous nous dites on ne peut pas se prononcer là, malgré tout il va y avoir une campagne et ces questions-là vont vous être posées par les Calédoniens, par les militants, votre drapeau, votre nom. Vous allez leur répondre, ce n'est pas le moment. Je vais vous répondre. Aujourd'hui, le rassemblement va être pleinement engagé pour que les Calédoniens se prononcent massivement pour dire non à l'indépendance et pour maintenir la Calédonie au sein de la République française. Sans aborder ces questions-là. Parce que ce résultat sera déterminant sur la suite et le projet de société pour les Calédoniens que nous proposerons à partir du 5 novembre. Nous allons bien sûr donner des éléments et nous connaissons le projet de vision partagée et solidaire que nous souhaitons développer pour la Calédonie au sein du rassemblement. Les deux drapeaux, c'était un signe quand on a levé ces deux drapeaux et que Roch Wamitan, à la province sud en 2010, lors de la levée de ces deux drapeaux, a dit désormais plus aucun de ces deux drapeaux ne descendra. Il y avait quand même des paroles qui Donc on est dans du définitif. Je rappelle simplement, c'est pour l'histoire, que les deux drapeaux, avant Pierre Frogier ne propose la levée des deux drapeaux en 2010, et c'était d'ailleurs Fillon qui était venu le faire on l'a vu à l'image. Au commissariat, les deux drapeaux flottaient déjà, notamment dans les communes indépendantistes. Pas partout. Pas à Bélep, pas à OVA, quasiment dans l'ensemble des, ça a été généralisé des communes. Et Chirac lui-même, quand il est venu en 2003, je crois que c'était à Koné, donc a fait son allocution sous l'emblème du drapeau. Donc c'est dire qu'il y a quand même une volonté de concilier et de construire quelque chose sur la base d'une histoire à partager, parce que malheureusement on se rend compte quand on entend les discours des uns et des autres, et je me réfère notamment aux discussions s'agissant du motif, donc pour la date de la consultation, où certains parlent de repentance quand il s'agit de reconnaître l'histoire de la colonisation, du fait colonial. Et là, à l'endroit notamment donc qui s'est opéré à l'endroit du peuple kanak. Nous, on se considère d'abord comme étant un peuple. Et l'accord de Nouméa, et c'est ça qui fait l'essence de l'accord de Nouméa, c'est que l'accord de Nouméa reconnaît à la fois cette période, donc on va dire sombre de l'histoire, mais aussi reconnaît la légitimité. Et nous, en 83, nous avons, les représentants du peuple kanak avaient fini par reconnaître la légitimité des autres communauté à vivre ensemble ici. C'était l'indélébable. Ouais. Juste, Charles Ouachetine, vous parliez du peuple kanak. Il y a dans le projet de l'UNI, votre projet qui a été publié il y a quelques jours, cette phrase concernant comment on va appeler finalement les futurs habitants du pays. Il est écrit « Les nationaux citoyens du nouvel État s'appellent kanak ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement les kanaks du pays indépendant sont les Calédoniens d'aujourd'hui? C'est une proposition, c'est simplement une proposition qui est faite sur la base de la Constitution qui a été déposée en 87, où il était dit que le peuple kanak constitue une communauté souveraine qui a vocation à partager donc, au sein de cette communauté des éléments donc communs. Une communauté politique et non plus ethnique. Et nous... Là aussi, donc la question
reste en débat. Parce que nous-mêmes, nous considérons qu'il faut traiter, une fois qu'on a admis que la nationalité serait celle kanak, comment on se distingue, nous, peuple kanak, de l'ensemble du peuple calédonien à la sortie, si on admet que ce soit la nationalité kanak qui soit votée par tout le monde. Virginie Ruffneck, sur cette proposition, alors, moi je voulais rebondir sur l'exposé des motifs qui a fait tant polémique. Et rapidement. La façon dont Charles en parle. Pourquoi nous nous sommes complètement détachés de cet exposé qui ne nous ressemblait pas? Parce que c'était un exposé qui était très passéiste, à charge contre la colonisation. Et moi j'ai envie de poser la question à Charles. Dans quel monde vit-on aujourd'hui? Est-ce qu'on vit dans un monde tel qu'il était il y a 30 ans? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de défendre un monde du passé? Aujourd'hui, il y a des étapes qui ont été franchies, n'est-ce pas? Quand, par exemple, Élie Poigoune dit que la France n'est pas son ennemi, mais que c'est une nation frère, quand, je vous le disais tout à l'heure, Kwamitan, lors de la levée de ces 2 drapeaux, indique que plus aucun ne descendra. Quand nous avons 2 des 3 provinces qui sont dirigées par les indépendantistes, il y a beaucoup de signes dans la société calédonienne. On ne vous impose pas notre majorité, nous sommes majoritaires. Est-ce qu'il n'y a pas des étapes? Est-ce que vous n'êtes pas en train de défendre finalement un monde du passé et qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, qu'il faut se projeter notamment sur l'identité, vers l'avenir et vers une communauté unie et unie. Ce n'est pas une hiérarchie entre les communautés. Ce qu'on souhaite simplement, c'est que les uns et les autres admettent que la situation où on est rendu est bien le résultat, et nous on le dit, on n'a pas d'état d'âme là-dessus, c'est le résultat des contributions des uns et des autres, et y compris le combat du peuple kanak pour retrouver sa dignité. Aujourd'hui, il y a eu la provincialisation, ça fait partie aussi à la fois des acquis de la provincialisation qui a permis notamment aux Kanaks d'accéder à des leviers de décision qui permettent de se sortir de la situation marginale que la colonisation a produite. Donc on continue à y travailler. Et vous n'avez pas le sentiment qu'y revenir en permanence empêche d'avancer et d'aller vers de l'avant? Pour rappel, et je pense que ça va éclaircir ce débat, Charles Wachetine. En arrière. Regardez ce qui se passe maintenant en province Nord. Je prends l'exemple de l'usine du Nord. 90% des gens qui travaillent au sein de l'usine, ce sont des ressortissants calédoniens. C'est le peuple calédonien, c'est les citoyens du pays. C'est pas simplement, on n'a pas renfermé. C'est pas simplement les Kanaks qui travaillent, c'est 90% du peuple calédonien qui travaille. Charles Wachetine, j'aimerais vous soumettre ces chiffres-là. C'est un rappel. En 2014, lors du dernier recensement de l'ISEE, l'ISEE a justement posé la question de l'appartenance, du sentiment d'appartenance communautaire. 39% des personnes interrogées, donc des Calédoniens, ont répondu appartenir à la communauté kanak, 27% à la communauté européenne, 9% se sont dit métis, et si j'ose dire, seulement 7% ont instinctivement répondu appartenir à une communauté calédonienne. Charles Wachetine, on est très loin du destin commun. Est-ce que ce 7%, 7,5% n'est pas finalement un indicateur objectif d'une forme d'échec à faire vivre cet accord de Nouméa, à construire cette identité? Le recensement, les résultats, on interroge les gens sur le sentiment d'appartenance. C'est totalement subjectif. Je crois que ce qui importe, au bout du compte, en dehors des réponses qui ont été apportées, c'est comment le pays travaille à l'endroit de l'ensemble des citoyens, quel que soit. Mais si le citoyen ne se sent pas lui-même, si sa première identité n'est pas calédonienne, mais est sa communauté d'origine, est-ce que pour vous, ça n'est pas un problème aujourd'hui? Chacun le dit à son endroit. Moi, avant tout, je vais dire que je suis d'abord kanak. Je suis d'abord kanak et je l'assume comme tel. Maintenant, ceci dit, je vis avec d'autres gens qui ne soient pas kanak. Comment on travaille pour l'émergence d'une communauté, l'émergence d'une citoyenneté? Je crois que c'est le défi qui s'impose à chacun d'entre nous pour que chacun se sorte de ces précarés, de ces périmètres. Et ça, pour ça, je crois que les politiques publiques doivent y travailler. Pour créer justement ce sentiment d'appartenance à un pays, ce sentiment d'appartenance à une communauté, qui est fondée sur une histoire.
fondée sur une histoire avec mais que ce ne soit pas simplement une agrégation de communautés, mais qu'il y ait une fusion des apports des uns et des autres. Par leur culture, etc. quoi. Virginie Ruffnac, est-ce que faire vivre et peut-être animer ce sentiment d'appartenance est aujourd'hui compatible dans les 6 mois qui nous restent avec une campagne référendaire qui a déjà commencé et qui peut avoir un ton parfois un peu rude? Alors vous faites bien de nous le dire à nous, puisque vous savez que nous avons au sein du Rassemblement souhaité... Il y a eu un discours récent de Pierre Froget. Oui, mais parce qu'on il y a le nouvel accord, mais les dernières déclarations de Pierre Froget, c'est plus de compromis, plus de consensus. Non. Les dernières déclarations de Pierre Froget, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une consultation qui arrive, qui est pour ou contre l'indépendance, qu'il n'y ait plus question de négocier quoi que ce soit avant cette consultation majeure et avant l'expression des Calédoniens, et qu'en tous les cas, il n'est pas le moment de négocier quoi que ce soit. Il était peut-être le temps avant de faire en sorte que... il veut le consensus au sein du nouveau groupe de discussion, et d'ailleurs, il n'y est revenu qu'à la condition que le groupe de discussion sur l'avenir qui avait été mis en place par le Premier ministre réintègre la notion de consensus au centre même de son fonctionnement. Mais pour répondre à votre question, bien sûr que cette consultation, et nous le savions bien, allait radicaliser, les deux camps du pour et du contre. N'empêche que l'État a choisi de maintenir en l'état cette consultation et que, on le sait bien, par rapport à l'identité dont vous parliez tout à l'heure, c'est finalement la citoyenneté, c'est-à-dire le lien qui unit chacun des Calédoniens, qui permet d'avoir le sentiment d'appartenance. En deux mots, ce lien, comment il se... ce lien, vous savez, nous, en 2011... À Bélep, le 24 septembre, Pierre Froget a prononcé à l'occasion de la fête de la citoyenneté un discours dans lequel il a indiqué que ce lien, c'était les valeurs que nous partagions. Ces valeurs, celles évidemment de la République française, mais aussi celles de notre communauté océanienne, européenne, toutes les valeurs qui sont ici, d'humilité, de partage. Et puis, en 2012, Éric Guay fait campagne aux législatives là-dessus, il est démonté par un certain nombre de concurrents sur ce projet-là de partage. Et enfin, je terminerai, en 2013, le Rassemblement tient sa convention de citoyenneté et nous rajoutons des valeurs qui nous semblent importantes, les valeurs de la chrétienté qui ont construit la société calédonienne. On ne dit pas que tout le monde est chrétien en Calédonie, il y a toutes les religions. Donc ces valeurs, c'est ça le ciment qu'il y a entre l'ensemble des individus et qui permet de construire on va laisser une citoyenneté. Charles Ouachetine s'exprimer sur ces valeurs. Le Palika, l'UNI, est clairement très engagé sur la charte, notamment. Sur la charte, je crois que si on veut parler d'avenir, on parle d'avenir sur la base de quelque chose, et c'est précisément... Donc pour vous, c'est un outil, c'est ça qui est important aussi. Cette charte des valeurs calédoniennes, c'est un outil pour l'avant-référendum ou pour l'après? C'est avant tout une mise en exergue de ce qui nous rassemble. Et ça, c'est important. C'est important. Et on trouve dommage que le rassemblement... C'est important pour les Calédoniens. Concrètement pour vous, avec des mots simples, qu'est-ce qui rassemble les Calédoniens aujourd'hui? Ces valeurs, on a donné des chapitres, c'est un petit peu conceptuel. Une histoire commune, partagée. Je dis depuis 30 ans, aujourd'hui c'est des nouvelles générations, on partage les mêmes choses à l'école, on se côtoie notamment les églises ici. Ce sont aussi des valeurs qui ont imprégné la vie de l'ensemble des Calédoniens, quelle que soit leur ethnie. Donc c'est sur la base de tout ça, des valeurs de solidarité, etc. Donc c'est sur cette base-là qu'on peut fonder une nation. Donc nous, on l'a dit, cette discussion autour des valeurs, donc nous l'avons pas boycottée. Et nous considérons que si on veut construire quelque chose ensemble, ben ça passe par le dialogue. Et qu'on ne peut pas se sortir des espaces de discussion pour traiter les questions d'avenir. Charles Ouachetine, Virginie Ruffnac, il est temps d'accueillir notre... Pardonnez-moi, je vais absolument réagir sur ce que vous avez sur la charte précisément des valeurs. 2 minutes, je sais oublier. Précisément, pas 2 minutes, 2 secondes. La charte des valeurs, c'est pas juste un mot, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Il y avait une charte équilibrée qui prévoyait la réouverture de la citoyenneté et faire en sorte que la société calédonienne n'exclue pas 30 000 personnes, dont certains ont 18 ans, sont nés en Calédonie et ne sont pas citoyens du propre pays qui les a vus naître. Donc nous ne pouvons pas être en accord avec la charte qui a été modifiée
alors qu'avant et qui sera à nouveau discuté le 23 avril avec cette fois nous ne sommes pas d'accord avec ça et nous nous interrogeons, comme vous l'avez très justement dit, sur sa finalité, parce que nous avons une consultation, cette charte, elle avait un intérêt dans le cadre de Virginie se projeter vers un nouvel accord. Accueillir... Ça n'est pas le cas, nous sommes donc opposés à cela. Nous allons accueillir notre invité de la société civile et sur ce thème de l'identité, c'est Larry Kaoma-Martin, sociologue, qui va vous interpeller, qui va venir à mes côtés. Larry Kaoma-Martin, bonsoir. Bonsoir. Votre première question pour nos invités. Bonsoir, Monsieur Washington. Bonsoir, Madame Rufnac. Voilà. La première question, c'est lié à l'identité, selon laquelle l'identité, c'est peut-être se connaître soi-même. Je vais vous donner un exemple bien concret. C'est l'histoire d'un jeune de Lifou qui est pêcheur, chasseur, agriculteur, avec, selon laquelle les travaux auxquels il participe, les travaux coutumiers, lui donnent un capital vraiment énorme. Il est pêcheur, chasseur, agriculteur, danseur, il est serveur, au même titre qu'il participe aux travaux, il sait découper un animal, il participe à la construction de la case. Bref, énormément de capital. Et pourtant, il s'inscrit en BEP secrétariat avec une certaine conviction, sans savoir vraiment où est-ce qu'il va. Et par la suite, il expérimente l'échec scolaire et l'échec de l'emploi. Il affirme lui-même qu'il n'a aucune expérience. Comment ça se fait que l'on est aveugle de soi-même? Comment ça se fait que l'on est aveugle de son capital? Comment ça se fait qu'il n'arrive pas à voir que son capital, ça peut être une ressource pour lui, pour rebondir dans la sphère économique et pour en faire sa vie, tout simplement? Qu'est-ce que vous préconisez pour faire en sorte de valoriser son capital et de faire en sorte que la personne, elle se connaisse, de lui redonner quelque part sa vue? Je crois qu'il y a d'abord le premier cheminement, c'est d'abord celui du jeune. Hein, c'est d'abord considérer lui-même qu'effectivement, donc, et comme chaque jeune, il y a un potentiel qui dort en chacun d'entre nous. Maintenant, il appartient, je pense notamment à l'école, à valoriser le potentiel de... Alors effectivement, donc ça veut dire c'est tout un travail pour que nos enfants réussissent à l'école, et réussir à l'école suppose aussi qu'on tienne compte de la réalité de chaque enfant qui est mis dans la classe. C'est important. Sinon, si on ne le fait pas, il risque de passer à côté, y compris à ne pas faire valoir son propre potentiel. Est-ce qu'on essaie de faire en sorte qu'on révèle le capital de la personne avec elle-même, qu'elle devienne son propre modèle, ou est-ce qu'on essaie de faire entrer la personne dans un moule, dans un autre modèle? Pour Virginie Rufnac, peut-être. Alors, merci beaucoup de cette question, parce que finalement, la jeunesse d'un territoire, d'un pays, c'est vraiment la première de ses richesses. Donc, c'est vraiment le plus intéressant. D'ailleurs, il y a eu un reportage très intéressant sur la commune de Kouawa sur NC Première cette semaine. 3 jeunes se sont exprimés et ont exprimé leurs attentes, leurs espoirs dans la société calédonienne, avec leurs mots chacun, de 3 communautés différentes de la Nouvelle-Calédonie. Mais je ne vais pas faire de langue de bois, je vais répondre à votre question. Moi, je pense aujourd'hui que les modèles contraires qu'il y a en Nouvelle-Calédonie de vie, que vous avez très justement décrits dans votre présentation, font qu'on a beaucoup de mal à concilier tous ces contraires pour aller vers quelque chose de commun et que chacun réussisse. Néanmoins, il ne faut pas être trop négatif. Il y a eu beaucoup de dispositifs 404, cadres à venir, qui ont fait en sorte d'essayer de faire accéder des communautés qui parfois sont un peu en retrait par rapport, je dirais, au monde moderne et qui sont dans un monde peut-être plus traditionnel, vers effectivement l'économie. Et nous avons aujourd'hui des chefs d'entreprise mélanésiens. Et par rapport à votre question, je la sens bien philosophiquement parlant. Vous vous dites finalement, est-ce qu'on va respecter cette identité aussi et lui permettre d'être valorisée? Est-ce qu'elle a, c'est ça, une valeur dans la société de demain, ou est-ce qu'on est obligé? Quand nous prenons l'addition à Bélep en 2011, comme nous prenons l'addition des valeurs de la Nouvelle-Calédonie, c'est exactement ça. C'est-à-dire ne mettre personne en dessous de l'autre, mettre tout le monde sur un pied d'égalité. C'est pour ça que je renie le fait de mettre une communauté au-dessus des autres, parce qu'il faut arriver à trouver un équilibre dans notre société où chacun montre qu'il a un potentiel formidable. Justement, l'équilibre par rapport à la société. Martin, une autre question peut-être. Oui, très bien. L'identité, c'est aussi ça. C'est de se reconnaître dans l'espace dans lequel on est, et c'est peut-être s'inscrire aussi dans la sphère économique, avec l'idée peut-être que la réussite, ça n'est pas seulement réussir économiquement. Là où je veux en venir, c'est que, oui, peut-être que la jeune génération ne veut pas aussi s'inscrire avec, en tant que salarié ou employé, qu'ils veulent, comme vous l'avez bien dit, devenir leur propre entrepreneur. Voilà. Qu'est-ce que l'on sollicite chez la personne? Quel levier on va activer? Quel levier on va mobiliser pour accompagner ce développement? Je veux bien répondre, si c'est possible, non, Charles, peut-être? Il y a des dispositifs aujourd'hui qui existent. Mais on se rend compte que, effectivement,
Voilà, on a toujours une frange de notre jeunesse qui passe au travers. Et pour des raisons qui sont liées, j'allais dire, qui sont liées même à notre système social. Souvent, ceux qui se retrouvent marginalisés, c'est parce qu'ils l'ont été. Ce sont des enfants de ceux qui ont été déjà exclus par ailleurs. Et donc, ce qui explique que, mais par contre, là, maintenant, il va falloir qu'on se bouge. Il y a des dispositifs, on l'a dit, donc il faut valoriser donc, le travail aujourd'hui qui est fait. Mais on voit qu'il y a des limites encore dans l'exercice qui est fait. Donc, dernièrement, il y a la réforme du système éducatif, qui peut être un élément. Mais je crois que ce n'est qu'un élément. On ne peut pas régler le problème, notamment d'insertion des jeunes, si à côté de ça, au quotidien, ils n'ont pas le nécessaire qu'il faut pour s'insérer. Une dernière question ou une dernière réponse? Alors, une dernière question, voilà. L'identité aussi, c'est reconnaître l'autre en soi. Alors, voilà, pour vous deux, monsieur, madame, en quoi est-ce que vous êtes fiers et heureux d'appartenir à la famille calédonienne, fiers et heureux d'appartenir à cette terre? Question personnelle et j'allais dire peut-être... Alors, moi, je partage entièrement la reconnaissance de l'autre. Quand on a monté 2 drapeaux, c'était pour dire celui qui est à côté de moi, je le reconnais. Voilà, ce n'était pas, contrairement à ce qu'on a voulu nous dire, pour aller vers l'indépendance, bien au contraire. C'était pour aller tous ensemble et au sein de la République française, nous concernant. Pour répondre à votre question, oui, au sein de la société, il y a une vraie nécessité aujourd'hui de réconcilier notre société calédonienne et ne pas aller parallèlement. C'est ça, finalement, la reconnaissance de l'autre. Et puis, par rapport à ce que vous disiez avant, je voudrais quand même revenir sur le fait de valoriser chacun dans son identité propre. Je pense que les parents et les familles ont un rôle fondamental à jouer. La confiance que nos jeunes peuvent avoir en eux est un élément déterminant de réussite dans notre société. Moi, je suis fière d'être dans la société calédonienne. La question était personnelle, voilà. Je suis très fière d'être dans cette société parce que pour moi, c'est la société la plus extraordinaire qui soit. Je n'ai jamais vu dans le monde une société aussi diverse, de contraires, qui arrive à cohabiter, qui a réussi à faire les compromis nécessaires pour que nous vivions encore ensemble en 2018 aujourd'hui. Et donc, j'ai une immense fierté et beaucoup d'amour aussi pour cette société. Charles Wachetine. Je crois que le pays est riche de ses différences, de sa diversité. Et c'est sur la base de ça qu'on peut se projeter vers l'avenir. Parler de la communauté de destin suppose qu'on intègre ça, qu'on prenne en compte les différences, qu'il y ait une certaine liberté de conscience, une liberté de pensée qui respecte l'individu et qui respecte le groupe. Ce qui importe, c'est le décloisonnement, parce que malheureusement, on le voit bien, et je crois que la question du rééquilibrage qui était évoquée en 88 avait aussi pour objectif d'aller toucher tous ceux qui sont restés un petit peu en dehors, qui ne profitent pas forcément du système. Alors que la Nouvelle-Calédonie est un pays riche. Donc c'est la question de la redistribution des richesses qui permettent aux uns aux autres de se retrouver. Et je crois que c'est une réponse, j'allais dire, politique. Un mot personnellement, en quoi êtes-vous fier d'être calédonien aujourd'hui? Moi, je suis fier, au moins à titre personnel, de participer à ce chantier de construction d'un pays. Je crois qu'on a cette chance, et les Calédoniens ont la chance, de construire son propre avenir. Et c'est l'accord de Nouméa qui l'invite à le faire. Mais ça suppose un cheminement l'un vers l'autre. Et ça passe aussi par la discussion entre les uns et les autres. Larry Corma-Martin, merci d'avoir participé à Question à venir ce soir. Le premier débat arrive donc à son terme. Que faut-il en retenir? C'est ce qu'on va voir avec vous, Valérie. Valérie, finalement, on a eu quelques éléments là à l'instant. Est-ce que la vision d'identité du rassemblement que nous avons eu ce soir, celle du Palika, sont conciliables? À mon avis, pour l'instant, non, parce qu'on a vu un véritable point de convergence, à savoir que les signes identitaires doivent rassembler. Là, nos 2 débatteurs sont d'accord. Ils sont en clair dans la ligne de l'accord de Nouméa signé en 99.
98, mais sur son application, eh bien là apparaissent des divisions et ces divisions l'ont emporté dans ce débat. Ce débat s'est d'ailleurs animé sur l'exposé des motifs, hein, on l'a entendu, exposé qui accompagne la date du référendum, et surtout un débat qui s'est animé également sur la charte des valeurs, donc pas de convergence sur cette notion de citoyenneté finalement entre nos deux représentants politiques. Des divisions qui sont apparues aussi sur la question très concrète du drapeau du FLNKS. Ce drapeau, donc, c'est une solution transitoire, vous l'avez dit, Virginie Ruffnac. Et de votre côté, Charles Ouachette, vous avez indiqué que ce signe était fait pour durer et qu'il devait devenir l'emblème du pays. Donc on le voit, il y a des fossés finalement sur l'interprétation de ce signe identitaire, de ces signes identitaires. L'identité apparaît comme finalement un concept qui divise. Je suis d'abord kanak, a dit Charles Ouachette, mais tous deux finalement sont fiers et l'ont dit à la fin de ce débat d'appartenir à cette communauté de destin, même si elle reste très difficile à construire. Merci Valérie, Virginie Ruffnac, Charles Ouachette. Merci beaucoup d'être venus débattre ce soir et j'espère que vous avez pu éclairer les Calédoniens sur vos projets respectifs pour ce référendum qui s'annonce, je le rappelle, le 4 novembre 2018. Dans quelques secondes, vont nous rejoindre à l'instant même sur le plateau de Questions à venir Philippe Gomes de Calédonie Ensemble et Roch Wamitan, chef du groupe UC FLNKS et nationaliste. Ils sont installés. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Qui sera citoyen demain lorsque la Nouvelle-Calédonie sera sortie de l'accord de Nouméa? Qu'elle aura fait le choix de rester dans la République ou d'en sortir? Quels seront les droits et les devoirs des citoyens ou des nationaux? Avant de voir quelles sont vos intentions, vos projets, nous allons voir d'où nous partons encore une fois avec vous. Valérie, comment se définit aujourd'hui cette citoyenneté calédonienne? Rappel pour bien comprendre cette citoyenneté calédonienne, donc un rappel par l'accord de Nouméa et plus précisément par la loi organique de 99. Je cite, il est institué une nationalité de la Nouvelle-Calédonie dont bénéficient les personnes nationalité françaises et qui remplissent les conditions posées à l'article 188. Alors cet article établit un lien direct entre la citoyenneté calédonienne et le vote aux élections provinciales et au Congrès. Après l'accord de Nouméa, on se souvient, cette citoyenneté s'appuyait sur le corps électoral glissant, 10 ans de résidence, ce qui ne satisfaisait pas le camp indépendantiste. Il y a eu débat, puis la question de cette citoyenneté calédonienne a été tranchée. Il y a eu un nouveau tournant, c'était en février 2007. Le Parlement, donc les parlementaires réunis à Versailles, ont voté le gel du corps électoral, comme demandé par les indépendantistes. Les citoyens calédoniens sont ceux qui sont arrivés avant novembre 1998 avec 10 ans de résidence et ils bénéficient de mesures de protection de l'emploi local. Mais cette citoyenneté fermée, elle a aussi finalement des limites. Elle exclut, vous l'avez dit en première partie de ce débat, une partie des habitants et ne peut être que temporaire, dérogatoire selon les termes de la Cour européenne des droits de l'homme. La mission d'écoute et de conseil sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie le rappelle d'ailleurs dans son rapport d'octobre 2016. À la fin de l'accord, il cesserait de produire ses effets et en particulier, il n'y aurait plus de fondement constitutionnel à la nationalité calédonienne telle qu'elle est définie par la loi organique. En clair, une nouvelle citoyenneté resterait à construire. Messieurs, je vous pose la question simplement. Admettons que votre option institutionnelle l'emporte lors du référendum. Qui aura la citoyenneté ou la nationalité au lendemain, c'est-à-dire le 5 novembre 2018? Roch Wamitan pour le FLNKS. S'il y avait indépendance, qui serait... mais s'il y avait indépendance, bien sûr que nous allons remettre les compteurs à zéro. Et puis, bien sûr, discuter de cette question de façon à envisager le cas de ces personnes donc, non citoyennes qui sont là depuis après, qui sont rentrés après 1998. Alors, le projet écrit du FLNKS qui a été publié il y a quelques mois dit seront nationaux les citoyens d'aujourd'hui, autrement dit les électeurs des provinciales. C'est le concept. C'est prévu dans l'accord de Nouméa, ça. Voilà. Donc il n'y a pas de problème pour les citoyens, puisqu'ils vont devenir des nationaux du nouvel État. Pour les non-citoyens, évidemment, comme dans tout État qui accède à l'indépendance, qu'est-ce qu'on fait? On se met autour d'une table, on discute de la situation de ces personnes-là. Et puis, normalement, si ces personnes acceptent, le choix leur sera fait d'accéder, d'obtenir la nationalité du nouvel État.
Philippe Gomez, la question va se poser, on le disait, du dégel finalement de cette citoyenneté. Quelles sont les propositions de Calédonie Ensemble en la matière, notamment sur le corps électoral ? En ce qui concerne cette citoyenneté, nous considérons qu'on ne peut pas rester avec la citoyenneté la plus fermée du monde, puisque la seule manière d'acquérir aujourd'hui la citoyenneté calédonienne, c'est d'être enfant d'un citoyen calédonien. Et il n'y a aucune autre manière qui existe. Donc nous souhaitons ouvrir cette citoyenneté. De quelle manière ? D'abord avec une certaine durée de résidence. Nous pensons que la durée de 10 ans est une durée raisonnable. Ensuite, en témoignant qu'on a le centre de nos intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que ça peut être concrètement ? Détenir sa résidence principale, détenir des parts dans une entreprise, par exemple, avoir un conjoint qui est un conjoint calédonien, citoyen calédonien, avoir des enfants qui sont nés en Nouvelle-Calédonie. Et puis enfin, dernier critère qui pourrait être retenu, examiné, c'est aussi l'engagement citoyen. En clair, est-ce que vous êtes investi dans la vie de la cité, dans des associations caritatives, sportives ou culturelles ? Et ces critères, qui pourraient être analysés, ça fera l'objet d'une discussion, de manière alternative ou cumulative, devraient permettre à un certain nombre de Calédoniens qui vivent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, parfois depuis près de 20 ans maintenant, de devenir citoyens calédoniens. On ne peut pas continuer en ayant 30 000 personnes, parce que c'est 30 000, la liste électorale générale c'est 190 000, la liste électorale provinciale c'est 160 000. Donc il y a 30 000 Calédoniens qui vivent dans notre pays, parfois depuis 2 décennies, et qui n'ont pas la capacité à voter aux élections provinciales. Il faut sortir de ce système qui est un système complètement fermé. Alors, Roch Wamiton, si le premier référendum répond non à l'indépendance, à la pleine souveraineté, quelle sera votre position sur cette ouverture de la citoyenneté ? On l'a dit en même temps, qui est quelque part inéluctable, puisque c'est une position dérogatoire. Ça, ce sont les experts qui le disent. C'est pas encore... Vous ne validez pas cette interprétation ? Ce sont les experts, mais les experts ne sont pas ceux qui disent le droit. À un moment donné, il va falloir que ceux qui disent le droit, donc les plus hautes autorités françaises, nous disent exactement comment ils interprètent cet accord-là, et notamment sur cette question-là. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'obligation juridique, c'est-à-dire en termes de droit international, philosophiquement, est-ce que vous êtes prêt, c'est-à-dire à ferrailler sur le maintien de ce gel du corps électoral ? Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Absolument. Quelle est votre logique ? La logique dans laquelle le FLNKS se trouve, c'est dans une logique de décolonisation. Tout simplement pourquoi ? Parce que pourquoi que nous avons mis en place ce dispositif de restriction du corps électoral ? Tout simplement parce que nous sommes dans un pays qui est dans un processus de décolonisation et d'émancipation politique. Ça veut dire tout simplement quoi ? Ça veut dire que ce corps électoral restreint, donc le corps électoral provincial, est adossé, mais fermement, au processus de décolonisation. Sinon, on ne l'aurait pas monté. Voilà. Elle est adossée à ce processus de décolonisation. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous allons examiner la question à l'aune de ce processus-là. C'est pour ça qu'au niveau des discussions que nous avons à Paris, nous avons souhaité ardemment que la France fasse une démarche pour que les Nations Unies procèdent à un audit du processus de décolonisation. C'est-à-dire, où en sommes-nous depuis 1986, la date de la réinscription de la Nouvelle-Calédonie sur la liste des pays à décoloniser. Et c'est à ce moment-là seulement, au moment où nous allons, à partir des critères, les critères non retenus par les Nations Unies pour auditer donc un processus de décolonisation, nous allons savoir si la Nouvelle-Calédonie a non seulement entamé ce processus-là, mais a atteint un certain nombre d'objectifs fixés par les résolutions des Nations Unies. Et attention, il n'y a pas seulement qu'une seule résolution, il y aura des paquets de résolutions. Donc ça, ce sont les experts des Nations Unies de le voir. Ce qui veut dire... Ça veut dire quoi ? Non, maintenant je vais finir. Ça veut dire que cette question du corps électoral, j'entends bien la position défendue par le député Gomez, je l'entends bien, je comprends, mais ce n'est pas notre position. Nous, notre position, nous allons examiner cela si, une fois qu'on aura donc, examiné le rapport des Nations Unies qui nous dira où en est la Nouvelle-Calédonie dans ce processus de décolonisation et d'émancipation politique. Un mot par rapport à ce que vient de dire Roch Wamiton, c'est important, sur le plan du droit. Les experts ne disent pas le droit, certes, mais on a quand même des éléments juridiques importants. C'est l'arrêt qui a été rendu par la Cour européenne, l'arrêt PY. Cet arrêt dit que la restriction qui a été apportée dans le cadre de l'accord de Nouméa et par la Constitution de la République française à la citoyenneté est entendable à partir du moment où, d'une part, il y a l'histoire du pays, tourmentée, dit la Cour européenne, et où, d'autre part, le dispositif est transitoire. Ce sont ces deux conditions cumulatives qui permettent d'empêcher des gens qui vivent dans un pays depuis un certain temps de voter.
Mais depuis lors, on a eu en 2007 le gel du corps électoral. Et il n'est pas dit que si on retourne devant la Cour européenne des droits de l'homme à l'occasion d'un recours qui pourrait être fait, elle fonde encore la réalité et l'assise juridique de cette restriction au droit électoral. Pourquoi je dis ça? Je dis parce que Womithan parle en termes politiques. Il a raison. Le processus dans lequel on est engagé est un processus politique. Je lui réponds sur ce point-là en termes juridiques. Mais à un moment, il faudra qu'on arrive à conjuguer, d'une part, la perspective politique dans laquelle on se situe, et d'autre part, les nécessités juridiques, parce qu'on reste au sein de la République française au lendemain du référendum, et au sein de la République française, on doit obéir à un certain nombre de principes à valeur constitutionnelle. Et concomitant le projet du FLNKS, de l'Union calédonienne et plus largement du FLNKS, c'est de rassembler, j'allais dire, au-delà des militants déjà acquis à l'indépendance. Donc, comment sur cette question vous allez faire campagne dans les 6 mois à venir sans une réponse précise sur cette évolution de la citoyenneté du corps électoral? Angélique Souche, la réponse, elle est déjà donnée. Elle est déjà donnée depuis 30 ans. Pourquoi 30 ans? C'est au moment où nous avons déposé notre projet de constitution en 1987. Voilà, 30 ans et 4 mois, voilà, aux Nations Unies. Et que dit finalement cette constitution concernant la citoyenneté? Eh bien, sur la question de la citoyenneté, et quel type de société que nous proposons à la Nouvelle-Calédonie? C'est une société multiculturelle. La place de chaque communauté, elle est reconnue. Les différents projets de l'Union calédonienne, du FLNKS, ne font que reprendre cet élément fondamental qui nous guide depuis 30 ans maintenant. C'est-à-dire que nous offrons, nous les Kanaks, nous les peuples, nous faisons partie du peuple colonisé, il ne faut pas l'oublier. Donc nous offrons cela à la Nouvelle-Calédonie, nous offrons ça aux autres communautés qui, par l'histoire, sont arrivées ici sur cette terre, voilà, qui est la nôtre. Voilà, sous souveraineté française, mais qui est la nôtre, cette terre-là. Ils sont arrivés. Donc on leur offre ça aux autres communautés, de former avec nous une société multiculturelle, chacun à sa place, mais nous revendiquons quand même le droit à la différence. Parce que nous sommes les premiers occupants de cette terre. Jusqu'où on va dans le droit à la différence? C'est-à-dire que la citoyenneté, la nationalité, elle est assortie de droits et de devoirs très précis. On a parlé du droit de vote. Il y a l'accès au marché du travail. Là, pareil, est-ce qu'un assouplissement de la loi sur l'emploi local, pour vous, est envisageable après le référendum? Mais c'est envisageable après, et uniquement par rapport à ce que je viens de dire là. C'est-à-dire que nous allons examiner les propositions qui nous seront faites à ce moment-là, à l'aune de ce que je viens de dire là. Tout simplement parce que ce corps électoral, excusez-moi de le redire, il est adossé au processus de décolonisation. Si on s'aperçoit que nous ne sommes pas arrivés au bout de la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie, pourquoi on va ouvrir le corps électoral à ce moment-là? Question. Maintenant, maintenant, sur la question, juridique, ça c'est juridique. Mais c'est le politique qui compte d'abord. Donc, si la Cour européenne le dit à un moment donné, si à un moment, si c'est le non qui l'emporte, mais nous n'allons pas rester comme ça, les bras croisés, à regarder le train passer, quoi. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'on va se bouger pour faire valoir nos intérêts et les intérêts qui seront les nôtres. Voilà. Oui, en réaction à ce que vient de dire Womithan, la citoyenneté calédonienne, elle est assise sur l'histoire du pays. L'histoire du pays, c'est un peuple autochtone, vieux de 3000 ans, qui était là lorsque la France a pris possession. Certes, et qui a subi la colonisation. C'est vrai. Le préambule le dit fort bien. L'histoire du pays, c'est aussi d'autres communautés, venues d'Europe, colonisation libre, colonisation pénale, venues d'Asie, venues d'Océanie, qui pendant 150 ans sont venues peupler la Nouvelle-Calédonie et ont participé, dit l'accord de Nouméa, à l'édification et à la construction du pays. Et l'accord nous dit, ces communautés ont acquis par leur participation à l'édification de la Nouvelle-Calédonie, je le cite, une légitimité à y vivre, oui, tout à fait, et à continuer de contribuer à son développement. La citoyenneté calédonienne, elle est assise là-dessus. Elle est assise sur ce socle-là. Et aujourd'hui, qu'on soit calédonien d'origine kanak, d'origine asiatique, d'origine océanienne, d'origine européenne, on a la capacité d'être citoyen indépendamment de notre histoire et indépendamment de notre origine ethnique. Donc il faut continuer dans cette dynamique-là, c'est-à-dire pas se refermer sur peuple colonisé, haute communauté, etc. Mais ouvrir cette citoyenneté à celles et ceux qui ont fait la preuve de leur attachement au pays, de leur volonté de développer le pays et qui, quelque part, sont les nouveaux pionniers par rapport aux pionniers d'avant. Et alors c'est vrai qu'il faut trouver des équilibres. Ça ne peut pas être open bar. On est d'accord, c'est clair là-dessus. Mais il faudra qu'à un moment donné, au lendemain du référendum, lorsque le non à l'indépendance l'aura remporté, parce que vous le savez comme moi, monsieur Womithan,
à la sortie, c'est bien 60 à 70% de Calédoniens qui vont voter non à l'indépendance. Il faudra qu'on se remette autour de la table, comme on l'est aujourd'hui d'ailleurs autour du G10, pour retisser les fils d'un dialogue sur la question de la citoyenneté. Dans tous les pays du monde, on peut acquérir une nationalité, y compris aux États-Unis, en Australie, en France, selon un certain nombre de modalités. Il faudra qu'on arrête ensemble les modalités et qu'elles fassent consensus. C'est indispensable. Oui, mais bien sûr, mais ça c'est la position de monsieur le député, donc je comprends tout à fait. Je lui réponds que l'article, que le point 4, qu'il a l'habitude d'ailleurs de citer, de l'accord de Nouméa, la décolonisation est le moyen de refonder un lien social durable entre les communautés. Donc on y est là, voilà. Qui vivent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, en permettant au peuple kanak d'établir, avec la France, des relations nouvelles correspondant aux réalités de notre temps, et la France est prête à accompagner la Nouvelle-Calédonie dans cette voie. Ça veut dire que la décolonisation, donc, ok, ça permet de fonder un lien social durable entre les communautés, mais il n'empêche, puisqu'il y a un passage aussi qui le dit, c'est qu'il faut que le kanak il retrouve sa dignité, voilà, sa dignité perdue du fait de la colonisation. Et donc, cela, nous, à partir du moment, monsieur le député, à partir du moment où nous sommes toujours dans le déroulé de l'accord de Nouméa, nous ne sommes pas arrivés à la fin encore, puisqu'il y aura un premier référendum, il y aura un deuxième et il y aura un troisième, puisque la loi organique l'a rappelé. Vous souhaitez aller au bout des 3 référendums? Le deuxième et le troisième, monsieur Habitant, ne sont pas obligatoires, comme vous le savez. Ils ne sont pas obligatoires. Ils sont facultatifs, c'est important de le dire. Mais ils ont été prévus. Il ne faut pas faire de l'accord de Nouméa, parce que vous avez l'habitude de faire ça, vous les non-indépendantistes, de prendre l'accord de Nouméa que ceux qui vous intéressent. Non. Voilà, que ceux qui vous intéressent. Et on fait comme un menu à la carte quand on va au restaurant, et on prend le premier plat, mais pas le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Non. Nous, on n'est pas dans, non, c'est pour vous dire qu'on n'est pas dans cette logique-là. Nous, les signataires, je suis les signataires de l'accord de Nouméa. J'ai négocié avec les camarades du FLNK, nous avons négocié cet accord. Et nous sommes engagés par notre signature jusqu'au bout. Et on ne prend pas ce qui nous intéresse, on prend tout. Et le tout, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, s'il faut discuter maintenant de la question de la citoyenneté, ouvrons le débat sur la décolonisation. Est-ce que nous sommes arrivés au bout ou pas, monsieur le député? Je pense qu'on a fait un long chemin. On a fait un long chemin. Est-ce qu'on arrive au bout? On a fait un long chemin depuis 30 ans dans le sens d'une plus grande décolonisation et d'une plus grande émancipation au sein de la République française. Je pense que le chemin doit être poursuivi, de façon à ce que chacun dans ce pays puisse avoir véritablement sa place et être reconnu pour ce qu'il est. Oui. Mais je voudrais simplement dire une chose, je ne picore pas dans l'accord de Nouméa. J'apporte une précision. La manière dont vous présentez les choses, les deux autres référendums sont obligatoires. C'est souvent comme ça que c'est présenté. En 2020, il y en a un deuxième. En 2022, il y en a un troisième. C'est faux. Le Congrès peut, à la demande d'un tiers de ses membres, organiser un deuxième ou un troisième référendum. Ils ne sont pas ça, c'est prévu de l'accord. Messieurs, j'aimerais qu'on avance sur la charte des valeurs. Je parle, là, vous avez en face de vous un signataire de l'accord. Oui. Donc j'étais, moi, dans tout ce qu'on a, toutes les instances où on a discuté. Et si on a mis les trois référendums au bout, là, eh ben, c'est pas pour rien qu'on a mis ça. Non, c'est pas pour rien, mais... Il y a un esprit qu'il faut chercher, et c'est quel est l'esprit qui nous animait à ce moment-là, et donc l'esprit des non-indépendantistes, et le nôtre, qui a fait que nous sommes arrivés à cette conclusion-là qu'il fallait mettre un premier référendum, obligatoire ou pas obligatoire, bon ça c'est vous qui dites. Hein, c'est vrai, oui, bien sûr, il faut 15 élus de comment... il faut un tiers des membres du Congrès, c'est-à-dire 18 élus sur 54. Voilà, 18 élus sur 54. Mais bon, ça, il fallait bien trouver un curseur. Mais politiquement, c'est bien une décision qui a été arrêtée en 1998 de mettre un premier, un deuxième et un troisième. Mais le troisième, on l'a fait ensemble, non? Oui, on l'a fait ensemble aussi. Juste une petite précision là-dessus quand même, parce que c'est important pour les Calédoniens. C'est important pour les Calédoniens. Nous, on dit la chose suivante à Calédonie Ensemble. On dit faire 3 référendums pour 3 non à l'indépendance, on ne voit pas à quoi ça sert. On dit l'accord de Nouméa explicite, lorsqu'il y a 3 non à l'indépendance, il est dit la chose suivante, ouvrez les guillemets, les partenaires se réunissent pour examiner la situation ainsi créée. C'est-à-dire, on a vocation, au bout de 3 non, à se mettre autour d'une table et à parler. Nous, on dit, gagnons du temps, franchement, il est inutile d'aggraver les tensions par 2 référendums supplémentaires. Au lendemain du premier, essayons, dans le respect de chacun, que chacun ne soit pas humilié par le résultat, dans le respect des convictions de chacun, essayons de commencer à parler
sans attendre belote et rebelote. C'est ça notre risque. Ce qui nous amène, s'il vous plaît, aux discussions qui vous occupent en ce moment, à savoir celles, alors anciennement G7, nouvellement G10, en tout cas du groupe restreint de discussion, qui discute notamment de la charte des valeurs calédoniennes. Et alors, la version qui existe aujourd'hui dit ceci, vous l'avez signé tous les deux il y a 3 semaines à Paris: le droit à la propriété privée en matière foncière est un droit garanti, droit sacré, droit inviolable. La question, est-ce que vous avez la même interprétation de ce que vous avez signé? Concrètement, ce droit de propriété, il est sanctuarisé pour tout le monde ou pour uniquement, justement, les citoyens calédoniens aujourd'hui? Philippe Gomez. Non, le droit de propriété, il est sanctuarisé pour tout le monde. Nous distinguons dans cet article la propriété privée, qui doit être protégée en Nouvelle-Calédonie, qui doit être sécurisée. On a vu quelques revendications foncières ces derniers temps qui mettent parfois en péril certaines propriétés privées. Ça ne doit plus exister, a fortiori à la veille du référendum. Et puis bien sûr, les terres coutumières doivent être également garanties et développées. Donc on a essayé de réaffirmer cette dualité du droit de propriété dans notre pays. Et bien évidemment, qu'on soit citoyen calédonien ou qu'on ne le soit pas, vu de chez Calédonie Ensemble, on a vocation à pouvoir devenir propriétaire de la même manière. Rocco-Mitan, sur cette propriété, même interprétation, elle est sanctuarisée pour tout le monde? Oui, puisqu'on a... J'ai signé le document, bon, vous avez signé tout à l'heure, c'est bien le point 10, hein. Voilà, le droit à la propriété privée en matière foncière. Point 10 du chapitre 3, pour être plus précis. Droit sacré, page 6. Voilà, droit sacré est inviolable sous réserve des droits des collectivités, c'est la nécessité publique légalement constatée. Donc évidemment que oui, il faut se rapporter donc, au point 2 dans les sources des valeurs calédoniennes. Lorsqu'on affirme notre attachement aux valeurs kanak et océaniennes millénaires, c'est pas centenaire, du coup, hein, c'est millénaire, hein, en tant que composante et source d'inspiration par leur dimension universelle des valeurs calédoniennes, notamment la place particulière de la tradition orale, le rapport spécifique à la terre et l'importance de la coutume. Un mot très rapidement parce qu'un invité nous attend. Il a été reproché à cette charte qui n'a pas été vraiment rendue publique, notamment d'oublier ou de ne pas assez insister sur l'égalité homme-femme, sur le droit des femmes, vous qui l'avez signé, qui l'avez co-rédigé. Quelle garantie nous donnez-vous? Donc j'ai vu que vous l'aviez lu, peut-être pas tout alors, parce que on a... Je me permets de relater les interrogations des Calédoniens, pas les miennes. Les interrogations des Calédoniens, j'en ai vu quelques-unes, mais elles ne portaient pas sur le sujet, elles portaient sur la citoyenneté calédonienne d'ailleurs. Je ferme la parenthèse. En ce qui concerne les droits des femmes, on a réaffirmé, bien évidemment, l'égalité absolue qui doit exister entre les hommes et les femmes, dans tous les domaines, y compris en termes de rémunération, en termes de travail et en termes d'emploi. Le sujet auquel vous faites référence, c'est pas ça. Le sujet auquel vous faites référence, c'est que il est dit dans un paragraphe que le droit des femmes doit être respecté et égal à celui des hommes, mais que l'organisation sociale kanak peut prévoir une place pour les femmes qui ne soit pas celle à laquelle on a l'habitude dans le domaine républicain. Et on voit bien les conseils des anciens, il n'y a que des hommes, les petits chefs, les grands chefs, ce sont que des hommes, les sénats coutumiers, ce ne sont que des hommes. Donc c'est cette indication-là qui a été donnée, qui est un constat de la situation actuelle, mais il a été indiqué clairement au bout du paragraphe qu'en aucune manière cette organisation sociale différente ne doit porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne. Donc voilà, on a eu un long débat là-dessus, sur le sujet, on s'est inspiré du travail des experts et on est arrivé à cette rédaction que nous considérons comme équilibrée. Messieurs, dernière séquence de ce débat, je vous propose maintenant de répondre aux questions de Pascal Hébert, vice-président de la Ligue des droits de l'homme de Nouvelle-Calédonie. Pascal Hébert qui nous rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Première question pour nos invités. Je commencerai d'abord par faire un petit constat, puisque j'ai été spectateur un peu de ces échanges. On sent bien qu'une des questions de fond qui se pose, c'est la question du processus de l'accord de Nouméa, qui est essentiellement un processus de décolonisation institutionnelle. Or, toute une partie de l'enjeu dans ces mécanismes de la décolonisation, c'est aussi le travail sur les individus, sur le changement de regard, sur les mentalités. Et je fais le lien pour ça avec le rôle de la Ligue des droits de l'homme, qui est aussi d'accompagner les citoyens. On a le sentiment qu'on a quand même un débat qui est centré sur la question de la citoyenneté limitée, au sens du droit de choisir et non pas du pouvoir d'agir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle de citoyenneté tout le temps en ramenant ça à la question de qui vote, qui ne vote pas. Or, la pratique de la citoyenneté au quotidien, construire ensemble, faire ensemble, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus large. Et ma première question, elle va à vous, Rocco-Mitan, en votre qualité de leader indépendantiste.
quelle vision avez-vous de la légitimité de ceux qui n'ont pas ce droit de choisir, justement, dans leur pouvoir d'agir? Autrement dit, au-delà de leur vie professionnelle, du quotidien, tous ces gens qui ne sont pas électeurs potentiels, quelle légitimité ils ont à agir dans la vie citoyenne? Ils peuvent faire tout ce qui leur vient à la tête, ils peuvent s'engager, ils peuvent peut-être, est-ce que vous reconnaissez leur engagement, par exemple, pour l'intérêt général, associatif, etc. Ben oui, mais pourquoi pas? Ah non, mais tant mieux. Je ne comprends pas bien la question. Mais alors, c'est une reconnaissance honorifique ou c'est une reconnaissance qui peut amener une citoyenneté? Ça coule de source, puisqu'ils vivent ici en Nouvelle-Calédonie. Sauf c'est la question de vote, c'est tout. Puisque c'est adossé, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis comment ça fonde la citoyenneté, c'est le droit de vote. Donc, s'il y a des discussions demain, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est peut-être, mais nous en sommes où avec la décolonisation? Voilà. Donc ils peuvent agir, évidemment que les personnes peuvent agir. Mais d'ailleurs, ils agissent, non? Ils sont citoyens. Oui, ils sont citoyens, donc ils agissent. Ils sont citoyens au sens philosophique du terme. Ils sont, on va dire, au sens philosophique du terme, voilà. Mais comme en France. Par exemple, les étrangers, ils sont des étrangers, mais ils n'ont pas le droit de vote. Ils sont citoyens ou pas? Ah, tout à fait. Non, mais ça va mieux en le disant. Non, mais attendez, je vous pose la question. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire que vous comparez les 30 000 personnes qui payent leurs impôts ici aux étrangers de métropole. Mais en France, il y a des gens qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ils n'ont pas la nationalité française, ils vivent en France. On ne leur a jamais accordé le droit de voter dans les communes, etc., pour les élections communales, etc. Mais faites avancer d'abord peut-être chez vous là-bas, cette question-là, puis peut-être vous viendrez nous donner des leçons après, non? Non, mais je voudrais faire une petite correction, parce que Rocco Mitan a été un peu vif dans l'expression, et on ne peut pas laisser passer ça. Non, je dis ça. Non, mais on ne peut pas laisser passer ça. On peut pas laisser passer ça. Donc voilà, je vais exprimer mon opinion. On ne peut pas dire que les Français qui n'ont pas la citoyenneté calédonienne et qui résident en Nouvelle-Calédonie doivent être comparés à des étrangers. Ils ont l'ensemble des droits liés au fait d'être français et d'être citoyen sur le territoire de la République. Il y a uniquement 2 restrictions à ces droits. L'une absolue, c'est celle qu'on combat, celle du corps électoral, puisqu'il est gelé et que personne ne peut accéder désormais à cette citoyenneté calédonienne, donc personne ne peut choisir ses élus aux assemblées de province et au congrès. Et l'autre, qui est plus relative, qui est celle relative à la protection de l'emploi local, puisqu'il faut soit être citoyen, à équivalence de compétences ou d'expérience pour être admis au bénéfice d'un emploi, soit avoir une certaine durée de résidence. Donc voilà les 2 seuls droits qui ne sont pas pleinement exercés par ceux qui ne sont pas citoyens nouvelle-calédoniens dès lors qu'ils résident en Calédonie. Pascal Hébert, une deuxième question. Une deuxième question. C'est sur le lien qu'il y a entre le dialogue entre le monde politique et la société civile. Je vais prendre un exemple d'un travail qu'on a fait avec la Ligue des droits de l'homme qui était sur une charte de la citoyenneté, qui est un travail qu'on a diffusé à 5000 exemplaires, hein, une charte de ce type-là, et qui a été d'ailleurs traduite en 8 langues du pays, qui a été traduite en vietnamien, en wallisien, en tahitien, bref, en différentes langues. Elle est restée quasiment lettre morte. Et ça me vient vous poser la question à tous les deux, qui est effectivement, avez-vous le sentiment qu'il y a suffisamment de dialogue et d'échange entre le monde politique que vous souhaitez que vous représentez et ce monde de la société civile, justement? Je vais donner mon opinion, à moins que... Voilà, je vais donner mon opinion sur le sujet. Je crois que le dialogue est insuffisant. Un peu mécaniquement, la classe politique tend à se refermer sur elle-même. Elle est d'abord dans un ensemble d'institutions, de commissions, de travaux, de rapports, de déplacements le cas échéant. Et donc, le lien avec la société civile, qui doit être un lien constant, qui nourrit la réflexion, en réalité, souvent, il a tendance à se rompre ou il a tendance à être insuffisant. Et en réalité, si on veut maintenir ce lien, si on veut développer ce lien, il faut aller vers les gens. Et alors nous, ce qu'on essaye de faire, mais c'est une initiative parmi d'autres, hein. Le FLNKS fait la tournée des 341 tribus là, pour exposer son projet. Donc nous, en ce qui nous concerne, à Calédonie Ensemble, on organise une dizaine de rencontres citoyennes auxquelles sont invités tous les Calédoniens, quelle que soit leur sensibilité politique, indépendantistes, non indépendantistes, et où on expose les projets de tous les partis politiques. Le nôtre, bien sûr, mais également les autres. De façon à ce qu'il y ait un débat qui soit organisé comme ça dans la société, partout en Nouvelle-Calédonie, sur le sujet. C'est une manière pour nous de nous nourrir des propositions de la société civile. Il y en a probablement beaucoup d'autres sur Internet et dans d'autres espaces associatifs ou citoyens. Rocco Mitan, sur cette capacité que vous avez à vous nourrir finalement de cette réflexion qui émane des Calédoniens. En tout cas, je pense qu'en tout cas, tous les partis politiques le font. Bon, nous le faisons au sein de l'Union calédonienne, nous le faisons au sein de nos partis, les partis composant le FLNKS. Vous n'avez pas ce sentiment d'être un petit peu, cloisonné ? Si, on a ce sentiment. Que, c'est vrai que par rapport à disons, les 2 décennies qui viennent de s'écouler,
on a senti quand même qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre, disons, la classe politique et puis l'opinion calédonienne. Mais là, nous avons un travail à faire qui nous incombe à nous, non seulement nous les politiques, mais aussi tous les acteurs qui sont concernés par ce qui va se passer là. C'est-à-dire le 4 novembre prochain, le référendum. Eh ben, c'est un peu ce que dit le député, c'est-à-dire qu'il faut y aller devant les gens. Nous, au niveau de l'Union calédonienne et au niveau du FNKS, on a commencé déjà depuis 1 an. Voilà, depuis 1 an, nous avons commencé. Et effectivement, nous allons faire le tour des 341 tribus et les collectivités et tout ça pour leur donner ces informations-là. C'est pour peut-être essayer de refaire le lien avec l'opinion. Et puis bien sûr, évidemment qu'il faut se servir de tous ces nouveaux moyens de communication. Direct avec la population. Pascal Hébert, une dernière question éventuellement avec... Pardon, je voulais juste terminer, je ne sais pas si le député l'a dit, mais au niveau de la charte, c'est ce que nous avons décidé. Hein. Oui, il a dit. Non, je ne l'ai pas dit. Nous avons décidé ça à Paris, hein, que cette proposition de charte des valeurs calédoniennes serait soumise à la consultation. Une consultation citoyenne pour que tous les Calédoniens puissent l'approprier. Avant le référendum. Ah oui, avant le référendum, l'idée c'est que vraiment ça ne reste pas un objet politique. Voilà. Une sorte des valeurs, ça n'a aucun sens, mais que les Calédoniens puissent se l'approprier. Et ils peuvent se l'approprier en la commentant, en la corrigeant, en la complétant, en l'enrichissant. Alors je vous pose la question qui vous engage du coup tous les deux. On voit bien l'intérêt que les Calédoniens se l'approprient. En même temps, cette charte, elle n'a pas de valeur juridique, donc elle n'est pas contraignante pour l'après. Si les Calédoniens adhèrent, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un risque, entre guillemets, de tromperie, puisque après, elle ne sera pas forcément suivie? Est-ce que vous vous engagez, j'allais dire, moralement? Voilà, c'est quand même une question aujourd'hui. Cette charte des valeurs, c'est d'abord un geste symbolique. On est dans un pays de symboles aussi, il ne faut pas l'oublier, au-delà du droit et de la politique. C'est le geste que des gens comme Rocco Mitan, moi-même, d'autres indépendantistes et non indépendantistes peuvent dire aux Calédoniens, à un moment de l'histoire, quelques mois avant le référendum, voilà ce qui nous unit, voilà ce qui nous rassemble, voilà ce qui est notre ciment, voilà ce qui fait qu'on est Calédoniens. Et dire ça à la population avant le référendum ou quelques mois après, quelques semaines après, où on met un bulletin oui ou non à l'indépendance, c'est faire un geste fort en termes de sérénité et d'apaisement pour que cette divergence majeure qu'on a entre Calédoniens sur l'avenir du pays, on puisse, avant de l'assumer, dire quelles sont les convergences qui sont entre nous. Et la charte des valeurs, c'est l'ensemble des convergences entre indépendantistes, non indépendantistes, et Kanak et non Kanak. C'est ça qu'on veut arriver à faire. Très rapidement, Rocco Mitan, ça vous engage? C'est le minimum de ce que, peut pas partager les Calédoniens. Voilà, ce qui est dans cette charte-là, au niveau des valeurs et des principes, etc. Donc on a essayé de les dire. Évidemment, on est parti d'un écrit déjà, d'une proposition d'écrit, notamment des experts, mais nous l'avons remanié au fond. Hein. Et donc, nous tenons quand même que ce texte, évidemment, on va tenir compte des remontées de l'opinion, de l'opinion publique après ces consultations-là, mais il ne faudrait pas quand même les dénaturer, ce texte-là, parce que à notre avis, c'est vraiment le minimum, là, de ce qu'on peut partager avant et après quel que soit le résultat. Nous sommes tout à fait... on pourra, disons, faire adhérer, la population va adhérer sur un minimum qu'ils pourront partager avant le référendum et après. Pascal Hébert, merci de votre contribution à ce débat. Valérie, pour conclure, une fois encore sur cette question de l'évolution de la citoyenneté, on l'a vu, de ces valeurs communes, est-ce qu'il y a des points de convergence et on imagine des points de divergence que vous avez relevés? Alors d'abord, un mot sur la forme, sur la posture. Donc Rocco Mitan l'a rappelé à plusieurs reprises, il est signataire de l'accord de Nouméa, donc petite pique décochée finalement à Philippe Gomez. C'est vrai. Opposition également sur le fond, notamment sur la notion de citoyenneté calédonienne. Il faut remettre les compteurs à zéro, donc explique Philippe Gomez, mais ce n'est pas un open bar, il se prononce donc pour une citoyenneté qui serait relative à 10 années de résidence notamment. Et la réponse ferme de Rocco Mitan, pas question pour l'instant de parler d'une évolution de cette future citoyenneté calédonienne tant qu'on n'aura pas une idée de l'état du processus de décolonisation. Donc on a bien des avis assez tranchés sur la question. Il faut que le Kanak retrouve sa dignité, vous l'avez dit. Donc pour l'instant, pas véritablement de point de convergence dans ce dossier, mais
une porte entrouverte avec donc ce futur rapport attendu de l'ONU sur la question de la décolonisation en Nouvelle-Calédonie. Opposition également qui s'est fait sentir sur la nécessité, la tenue des 2 prochains référendums qui sont prévus dans l'accord de Nouméa. Là, il y a divergence, mais point de convergence finalement apparu à la fin de ce débat, notamment sur la charte des valeurs. Vous êtes tous les 2 signataires pour l'instant de ce document. Les 2 débatteurs ont rappelé et ont appelé à une consultation finalement de la population sur cette charte avant le référendum du 4 novembre prochain. Merci Valérie, Rocco Amitan, merci. Philippe Gomez, merci à tous les 2 d'avoir participé à cette émission. Question à venir, c'est terminé. Merci à toute l'équipe qui a contribué à ce qu'elle puisse vous être présentée ce soir. Jeudi prochain, vous avez rendez-vous avec Antoine Le Teneur et les chemins de l'histoire, toujours sur La Première, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Retrouvez cette émission en replay sur votre site lapremière.nc.